Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver bien sûr l'ancien flic Jean-Pierre Colombiès. Écoutez bien les propos qu'il va tenir parce que pour ma part c'est la première fois que je l'entends parler de ça et je pense que cela va vous surprendre mais surtout ça va nous apprendre tellement sur les forces de l'ordre. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je remercie bien sûr pour l'extrait, la chaîne Omerta. On l'écoute et on en parle juste après. Du chiffre et du chiffre et du chiffre. Alors que le ressenti des Français continuait à avoir une insécurité galopante. Mais qu'elle était réelle. Oui, Il y avait une distorsion totale entre le réel et le discours. Et donc Sarkozy a inventé ce système de un fait, une action, une réaction, une loi, qui ne reposait sur rien. Et il a fait voter des lois complètement absurdes, souvent revoter des lois déjà préexistantes, et puis surtout, il s'est agité comme un malade pour faire croire que seul lui détenait la capacité de la répression de l'État. Alors que dans le même temps, lorsqu'il a été élu président de la République en 2008, il commence à démembrer le service public en supprimant un poste sur deux, avec la complicité d'organisations syndicales et de secrétaires généraux de syndicats de police qui étaient encartés à l'UMP à l'époque. Donc on a un système de collusion, c'est ce que moi j'appelle la face obscure, c'est-à-dire de collusion entre des hommes politiques qui veulent dévorer tout ce qui est face à eux parce qu'ils veulent atteindre le Graal, c'est-à-dire la présidence. En l'occurrence, il y est parvenu, mais avec aussi la complicité d'organisations syndicales dont certains membres en ont retiré un bénéfice réel. Je parle de bénéfice pécuniaire, quasi-corruption. C'est-à-dire que lorsqu'un secrétaire général d'un syndicat de police est récompensé, entre guillemets, légalement pour service rendu et qu'il est nommé, par exemple, au Conseil économique et social ou qu'on lui dégote un poste de maire dans une banlieue parisienne où on a vraiment préparé pour lui un poste sur mesure en le faisant par ailleurs élire au Conseil régional, j'appelle ça à minima un conflit d'intérêts. Tu reviens beaucoup sur ces institutions qui structurent la police. Il y en a deux qui reviennent dans ton livre, sur lequel tu es très transparent. C'est le syndicalisme et c'est aussi la franc-maçonnerie. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur toi, ton parcours à travers ces deux institutions dans la police ? Elles sont malheureusement complémentaires, c'est-à-dire que ce sont des lieux de réseau. C'est-à-dire que le syndicalisme, on l'a vu d'ailleurs encore cette semaine, à l'heure où on parle, il y a eu une manifestation de syndicats de police, Alliance, il faut le nommer, il est public, qui a manifesté en disant trop c'est trop. Alors les gens s'imaginent que quand ils entendent ça, trop c'est trop, ah bon ça y est, enfin ils se battent pour leurs moyens. Non, ils se battaient pour avoir des primes. Donc ils ne font pas la révolution. C'est un peu comme Astérix et Obélix. Ouvriers pas contents, pas contents. C'est une caricature de syndicalisme, ce qu'on voit là, dans ces moments-là. On fait semblant d'être en colère, on manifeste notre mécontentement et on en retire quelques cacahuètes. On travaille pour les bidons et les gamelles, pas pour l'institution dans sa globalité et pas pour que ça soit plus efficace. Non, c'est juste de l'intérêt pécuniaire. Et l'État a besoin, en période préélectorale, à ce que les syndicats ne bougent pas. C'est un jeu de donnant-donnant. Donc il y a toujours un truc assez malsain, une relation très malsaine entre l'État, les gouvernants, particulièrement les ministres de l'Intérieur. On sait que Darmanin est très proche des secrétaires généraux du Bureau national du syndicat Alliance, ils font partie du même parti, plus ou moins. Et donc, voilà, on mime le mécontentement et le représentant politique du moment, le ministre de l'Intérieur ou de la Justice, accessoirement, quand il passe d'un ministère à l'autre, fait tout pour contenter, j'ai envie de dire, ses petits copains. Moins ils sont remuants et plus c'est intéressant pour eux. Et pareil pour la franc-maçonnerie. Si on a le soutien de la franc-maçonnerie, ça évite à ce que certains esprits réfléchis de l'institution ne s'expriment de façon trop négative à l'égard du pouvoir. Macron est allé faire allégeance auprès de la Grande Loge de France en faisant un éloge dithyrambique sur l'esprit supérieur qui se dégage de cette institution. Moi, j'y suis rentré à une époque où j'étais très curieux, je voulais savoir de quoi on parlait. J'estimais que d'être au contact de gens qui sont plus brillants que soi, c'est pas plus mal. On peut se nourrir justement ou de leur connaissance ou de leur intellect. Et j'ai vite compris, malheureusement, que c'était devenu, surtout directement ou indirectement, un réseau d'influence. Mais pas d'influence intellectuelle. Ça peut l'être, attention, moi j'ai rencontré des gens très brillants, bien plus brillants que moi. C'est toujours nourrissant de discuter avec des gens de ce niveau-là. Mais quand le premier truc qu'on te demande, quand tu rentres là-dedans, que tu es flic, c'est de faire sauter des PV,
au motif que, je dirais, la règle fondamentale de la franc-maçonnerie, c'est l'entraide entre frangins, tu imagines très vite ce sur quoi ça peut déboucher. Il y a un exemple d'actualité, là encore une fois, c'est cette fameuse loge Athanor, où on a vu que c'était un mélange de tueurs. De gens qui ont complètement dérivé. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer l'institution. Bien sûr, il y avait un peu des... Voilà, on ne peut pas caricaturer l'institution dans sa globalité avec des exemples, je dirais... caricaturaux, justement. C'est caricatural et très limité. Bien sûr. Si tu vas par là, il y a la loge P2 en Italie, qui était une loge totalement mafieuse, qui a travaillé à la fois pour la démocratie chrétienne en Italie et pour la mafia. Bon, si on va par là, alors à ce moment-là, interdisons purement et simplement la franc-maçonnerie. Mais moi, ce que je regrette, c'est que justement, alors pourquoi la franc-maçonnerie ? Parce que la franc-maçonnerie, à la différence d'un parti politique, te permet d'adhérer à une institution qui va te permettre de rencontrer des gens de tous horizons, y compris issus de la criminalité. Donc tu rencontres de tout, tu rencontres des ouvriers, tu rencontres des gens, des employés, de tous les univers possibles, imaginables, enseignement, politique, médecine, affaires, milieu d'affaires et autres. Et puis très vite, tu te rends compte que mécaniquement, des gens qui ont la même sensibilité ont une fâcheuse tendance à se retrouver dans les mêmes loges, de la même obédience. Et pour couronner le tout, comme on ne peut pas toujours rencontrer les gens d'autres obédiences, on crée ce qu'on appelle des fraternels, c'est-à-dire des lieux maçonniques où des gens d'autres obédiences se retrouvent régulièrement pour siéger ensemble et font ce qu'on appelle des tenues informelles autour d'un repas où tout le monde va se croiser. Donc ton réseau est très extensible. Donc si tu es honnête et que ta démarche part d'un point de vue philosophique, purement philosophique, pas de problème, pourquoi pas ? Et moi, pendant longtemps, j'y ai trouvé mon compte. Parce que justement, je rencontrais des gens très intéressants. J'ai fait du théâtre grâce à ça. Parce que j'avais rencontré des gens qui aimaient le théâtre. Bon. Mais si tu réalises que ta présence peut permettre d'ouvrir des portes à des gens qui, eux, ont une arrière-pensée, à ce moment-là, cette obligation fraternelle peut être totalement nuisible. Et je l'ai également vécu professionnellement. Bien sûr. Oui, tu expliques le cas de la franc-maçonnerie, mais au sein même de ton travail, pas besoin d'être dedans pour qu'on ait tu observes de mettre en place des passe-droits. Oui, et puis moi j'ai travaillé sur des réseaux de stupes notamment. Je rappelle les années 80 où un groupe de pas de terroristes, mais d'entrepreneurs libanais pour financer les réseaux des milices chrétiennes du Liban étaient tous francs-maçons et avaient organisé un système de trafic d'héroïne en France pour financer les milices chrétiennes parce qu'il fallait bien du cash pour acheter des armes. Et puis d'autres affaires aussi qui sont citées dans le bouquin, la fameuse affaire de ce chef d'entreprise qui devait être jugé pour viol et qui a tout fait pour reculer sa comparution aux assises grâce à des amis maçons. Enfin voilà, tout ça pour moi est une dérive qui est parfaitement inadmissible et qui devrait être dénoncée par l'institution. Mais dès lors qu'elle ne le fait pas, je considère qu'elle est complice. Bien sûr. Et puis il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une passerelle pour l'étranger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux, par le fil de la franc-maçonnerie, avoir accès à des hommes d'État ou des réseaux d'influence dans des pays étrangers, ça pose question. Effectivement, donc ça, les gens l'auront bien compris. Vraiment, l'intérêt de ton livre, c'est cette transparence, parce que tu arrives à peser, justement, tu es dans la nuance, tu as très bien expliqué sur la franc-maçonnerie, où tu avais trouvé aussi une école de pensée qui t'a fortement... je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Vous avez vu toutes ces personnes qu'on retrouve, notamment, et beaucoup d'ailleurs, sur les médias alternatifs, sur Internet, francs-maçons. Ne jamais oublier, mais vraiment, ne jamais oublier que la République est une œuvre franc-maçonne et que la franc-maçonnerie a détruit ce pays. Et du coup, on dit, c'est pas grave. Donc on fait face à des assassins et on dit, non, mais ils ne sont pas tous mauvais. Ils parlent de la loge Athanor, comme si il n'y avait eu que cette loge où il y avait eu des dérives. Non. Et moi, je trouve ça extraordinaire, notamment de Rodolphe Carte, qui est souverainiste, certes, mais c'est un nationaliste revendiqué. Un des rares souverainistes, avec moi-même, jeune et qui parle d'identité. Moi, j'aime beaucoup sa ligne et je vous invite à le lire et à le suivre. Et quand je le vois excuser, en fait, tout ça, c'est pas normal. Et c'est une méconnaissance de l'histoire. Et lui qui est cultivé, et lui qui lit beaucoup plus que moi, qui est plus intelligent, plus cultivé que moi,
il devrait savoir que la franc-maçonnerie est un problème. Et quand ce policier nous dit, si on va jusqu'à là, alors il faudrait interdire la franc-maçonnerie. Oui, oui, il faudrait interdire la franc-maçonnerie, perquisitionner les temples et les brûler. Je vous rappelle que la fameuse loi, vous savez, pour le droit à mourir pour tous, c'est un projet franc-maçon. La laïcité, c'est la franc-maçonnerie. Tout ce qu'est la République, c'est la franc-maçonnerie. La révolution de 1789 a été pensée et commanditée dans les loges franc-maçonnes en France à l'époque. Vraiment, si vous avez le temps, et si cela vous intéresse, faites la liste, mais vraiment faites-le, de tous les francs-maçons que vous pouvez voir, écouter sur Internet. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est souffler et rester assis. Parce que je pense que vous allez être réellement surpris. Non pas de retrouver telle ou telle personne, mais le nombre de personnes qui ont été ou sont francs-maçons et que vous retrouvez aujourd'hui, vous dire que ça ne va pas en France et vous donner des solutions alors qu'ils sont à l'origine du problème. Il ne doit pas avoir en France des sociétés secrètes. Elles doivent être tout simplement interdites. Non seulement interdites, mais on doit les pourchasser. Une sorte d'inquisition moderne pour empêcher que ces lobbies ont de l'influence et suffisamment d'influence pour contrôler le pays. Ce qui est dingue aussi avec ce flic, c'est que non seulement il est franc-maçon, mais il est en plus syndicaliste. Donc le mec bouffe réellement à tous les râteliers. Et il vient par la suite, bien sûr, nous faire des constats qui sont intéressants. Mais il appartient à des groupes d'influence syndicalistes comme la franc-maçonnerie qui sont responsables de ce marasme. Et ensuite, il nous parle de telle ou telle personnalité politique, de tel ou tel préfet qui sont également francs-maçons. Et tout ça pour nous résumer, non, la franc-maçonnerie, tout n'est pas mauvais. La franc-maçonnerie, et je le dis, c'est de la merde. Et une très grande part des malheurs de l'Occident viennent directement des loges. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas avancer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.